Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur un événement géopolitique très récent qui s'est passé donc en fait le jour dernier et qui concerne la Chine et Taïwan, qui concerne, si on veut, les relations interdétroites. Et c'est un événement un peu paradoxal pour nous à commenter, dans la mesure où quand on veut commenter des événements géopolitiques, il y en a beaucoup qui se passent dans la région Asie, beaucoup qui ont une certaine importance et qu'on commente pas forcément. Et ici, cet événement, en fait, il est assez paradoxal à commenter parce qu'il n'a pas véritablement de valeur géopolitique très forte ou autre que symbolique. Il n'a pas en tout cas de conséquences géopolitiques. Il ne changera rien. Il ne changera rien aux relations entre la Chine et le reste du monde, entre la relation entre la Chine et les États-Unis, entre la Chine et le Japon, entre la Chine et les Philippines, et même entre la Chine et Taïwan. Et ça, c'est un événement qui n'a donc aucune véritable substance géopolitique et qui en même temps a un certain intérêt médiatique, a une certaine intérêt à commenter cet événement justement pour commenter cette absence de portée géopolitique d'un événement qui pourtant peut faire la couverture, peut avoir une couverture médiatique importante, voire extrêmement importante si on est en Chine. Donc cet événement, c'est lequel? Vous l'aurez sans doute deviné, c'est la visite de Ma Ying-jeou en Chine, qui a été ponctuée par la rencontre entre Ma Ying-jeou, l'ancien président de la République de Chine, Taïwan, et Xi Jinping, le dirigeant du Parti communiste chinois et aussi de la République populaire de Chine. Donc Ma Ying-jeou, c'est qui? C'est l'ancien président de la République de Chine ou Taïwan entre 2008 et 2016, présidence KMT, Kuomintang, Parti bleu, précédé par 2 mandats du DPP, le Parti démocrate progressiste, de Chen Shui-bian entre 2000 et 2008, puis 2 mandats du DPP encore avec Tsai Ing-wen et un nouveau encore mandat du DPP avec le nouveau président William Lai Ching-te. Donc, cette présidence Ma Ying-jeou est une présidence qui, finalement, est aujourd'hui une sorte de parenthèse KMT dans une histoire politique qui, depuis 2000, semble être, au niveau présidentiel en tout cas, et maintenant majoritairement DPP, majoritairement en faveur du Parti démocrate progressiste. Alors cette visite de Ma Ying-jeou, c'est pas la première en Chine. Ici, il va souvent en Chine à titre privé. Et cette rencontre avec Xi Jinping n'est pas aussi la première. En 2015, c'est en 2015, c'est-à-dire un an avant les élections qui seront perdues par le KMT de 2016 et qui verront la première présidence de Tsai Ing-wen. Donc il y a eu déjà une rencontre entre Xi Jinping et Ma Ying-jeou en 2015 à Singapour et qui en fait avait pratiquement le même contenu, c'est-à-dire affirmer les relations que les 2 pays étaient unis en termes de population, en termes de culture, que les 2 pays, les 2 territoires, donc du point de vue chinois, donc c'était donc ils étaient unis par le fait qu'ils étaient tous chinois. C'est le discours de Ma Ying-jeou. On est tous chinois, on est tous des descendants de l'empereur jaune, comme Ma Ying-jeou l'a dit quand il était à Guangzhou. Donc Ma Ying-jeou est allé à Guangzhou, il a fait 2 choses, il est allé majoritairement, il est allé donc visiter la tombe de Sun Yat-sen, qui est en fait le père commun, si on peut dire, aux 2 nations, et il est allé aussi assister à une cérémonie de rituel de cérémonie rituelle religieuse d'hommage à ce qu'on appelle l'empereur jaune, ce Huangdi, cet empereur mythique qui serait censé être le fondateur de la Chine ou de la culture chinoise ou du monde chinois.
Et évidemment, c'est quelque chose qui a une fonction mythique religieuse, dont l'historicité comme telle est sujette à caution, qui a été un mythe qui a commencé à être développé surtout sous les Han, donc 1000 ou 2000 ans après l'apparition mythique de cette figure du premier empereur. Ce qui est intéressant et aussi donc problématique, c'est que donc au cours de cette cérémonie, Ma Ying-jeou a dit qu'il aimerait que les jeunes générations de Taïwan se souviennent que les Taïwanais, donc les jeunes générations à Taïwan se souviennent de leurs racines chinoises et en leur rappelant donc que tous les Taïwanais, que tous les Chinois en fait étaient des descendants de l'empereur John. Alors ici, il y a un petit problème, sans doute vous l'aurez noté, chers auditeurs, c'est que avant l'arrivée des Chinois à Taïwan, à partir du milieu, surtout du XVIIe siècle, de façon massive, alors il y a eu une petite présence parcellaire, fragmentaire, d'actes liés aux actes de piraterie, etc., des siècles auparavant, avec des échanges commerciaux, mais on peut dire que jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, Taïwan était à 99% austronésienne, aborigène. Et maintenant, il n'y a plus que 4%, 3% de population aborigène, ce qui est une forme d'une certaine manière de disparition assez radicale d'une présence autochtone. Donc, en disant que que Taïwan, tous les Taïwanais sont des Chinois, ils descendent tous de l'empereur John, ça, en fait, ça annule, ça éradique. En fait, c'est presque d'une certaine manière génocidaire, puisque ça nie le fait que Taïwan a été pendant très longtemps la majeure partie en fait de son existence, 10 000 ans, 20 000 ans. 100% non chinois et austronésien. Et aussi le problème, c'est que aussi en Chine, il y a aussi un très grand nombre de minorités, et donc en disant que nous sommes tous des deux côtés des rives des descendants de l'empereur jaune, ça nie aussi tout ce qui en Chine n'est pas Han, et c'est une grande partie de la population à différents niveaux. Donc des Ouïghours, les Tibétains, les Miao, etc., etc. Donc on voit ici qu'on est sur un discours de Ma Ying-jeou qui est un discours en fait profondément racial et qui donc en fait vise à unir Taïwan et la Chine, malgré la divergence de territoire, malgré la divergence politique, malgré la divergence aussi aujourd'hui linguistique, malgré tout ça. Donc ce qui fonde ce rapprochement volontaire, c'est en fait la race. Et donc on est sur une forme on va dire, de conservatisme racial, où le fait d'être chinois et donc d'avoir ici cette culture chinoise, alors on dira que c'est pas racial, que c'est culturel, mais cette culture ici est en termes de Ma Ying-jeou liée à une descendance, donc une descendance dynastique à partir de l'empereur jaune. Donc il y a un fait populationnel, donc qui est extrêmement complexe et qui est évidemment aussi complètement en porte-à-faux, comme on sait avec Taïwan, puisque à Taïwan, seulement 3% aujourd'hui de la population se déclare chinoise, et aussi Ma Ying-jeou aujourd'hui, il n'a aucune fonction officielle. Donc c'est un ancien du dirigeant du KMT, mais il n'est plus présent à l'Assemblée. C'est un retraité. Il appartient vraiment d'une certaine manière au monde d'avant. Et en fait, en 2015 et en 2024, le contenu de la discussion entre Xi Jinping et Ma Ying-jeou, c'est exactement le même. Exactement les mêmes mots, les mêmes phrases, la culture commune, la paix entre les nations, etc. Sauf que entre 2015 et 2024, il s'est passé un certain nombre de choses. Il y a eu la révolte des tournesols à Taïwan, la révolte des parapluies à Hong Kong. Il y a eu 3 mandats présidentiels du DPP qui ont marginalisé le KMT. Et il faut se rappeler que lors des derniers meetings du KMT, le candidat du KMT, Roh Hui, n'a pas voulu la présence de Ma Ying-jeou, parce que Ma Ying-jeou en fait est une figure extrêmement, on va dire, controversée
au sein même du KMT, parce que quelques jours avant l'élection, Ma Ying-jeou avait dit que en fait ça servait à rien d'avoir le service militaire, que la Taïwan était impuissante face à la Chine qui était trop grande, en gros qu'il fallait se rendre et qu'il fallait abandonner. Donc un discours complètement défaitiste, et surtout un discours qui, du point de vue d'un ancien président de la République de Chine, va contre et une sorte de trahison par rapport à la Constitution qu'il était censé protéger en tant que président. Et donc, d'une certaine manière, Ma Ying-jeou ne représente plus rien. À Taïwan, ça représente que 3% de la population, sa position purement chinoise. Ça représente, au KMT, ça représente une frange minoritaire. Il n'est plus au cœur du KMT. Et même le KMT qui cherche à s'éloigner de cette base purement chinoise, même à travers cette distance, n'arrive toujours pas à gagner des élections pour la présidentielle pour la troisième fois consécutive. Donc Ma Ying-jeou est vraiment la frange de la frange, et il n'a plus aucune véritablement, on va dire, puissance ou aspect représentationnel par rapport à Taïwan. Or, on lui a donné en Chine une visite, ça a été une visite presque d'État. Il a été reçu dans le lieu qui est normalement le lieu de rencontre entre les dignitaires étrangers et Xi Jinping. Donc, on a fait il y a une couverture médiatique extrêmement importante en Chine. Tous les médias ont parlé de cet événement comme un événement important. Donc, pourquoi Xi Jinping met en scène la relation avec Ma Ying-jeou, qui n'est en fait plus rien, presque plus grand-chose à Taïwan, qui n'a plus véritablement de puissance politique, sinon une puissance extrêmement marginale. Pourquoi mettre en scène ça? Parce que justement, après cette troisième victoire du DPP, qui est sur une plateforme plutôt anti-chinoise, anti-Pékin, il s'agit pour Xi Jinping de mettre en scène l'idée que finalement, à Taïwan, les Taïwanais aussi veulent être chinois, les Taïwanais aussi se chantent chinois, vous voyez, comme le prouve la visite de Ma Ying-jeou. Donc la visite de Ma Ying-jeou, elle sert, si vous voulez, d'écran de fumée du point de vue de la propagande chinoise, afin de dire que les Taïwanais aussi veulent faire partie de la Chine, les Taïwanais aussi se chantent chinois, sauf que c'est totalement faux. Et en plus, cette rencontre, elle intervient au moment où Kishida, le japonais, donc le premier ministre japonais, est à Washington, et il va être rejoint par le président philippin Marcos pour un premier sommet trilatéral Washington-Philippines-Japon, extrêmement important, extrêmement significatif du point de vue géopolitique. Et pour contrebalancer, pour ne pas parler de ça, pour contrebalancer cet événement qui a une réelle portée géopolitique, il y a donc cette couverture médiatique extrêmement importante pour un événement qui géopolitiquement est nul, puisque ça va rien changer du point de vue des relations entre la Chine entre la Chine et Taïwan. Ça va pas améliorer les relations avec le gouvernement actuel qui est le gouvernement DPP. Et ça va pas empêcher, pendant que Ma Ying-jeou était en Chine, il y a eu 30 avions chinois qui ont fait le tour de Taïwan et qui ont croisé aussi la ligne médiane de séparation. Il y en aura encore après. Donc la pression chinoise sur Taïwan continue. En fait, donc l'idée, si on veut, c'est que, pour ce que veut dire la Chine par là, c'est que qu'est-ce qui est important pour la Chine, c'est juste ces 3% des Taïwanais qui se rendent compte chinois, et les 97% des autres Taïwanais, finalement, ils sont négligeables, soit on va les rééduquer, comme disait un ancien responsable chinois, soit on va s'en passer en cas d'attaque. Donc finalement, cette réunion entre Ma Ying-jeou et Xi Jinping est une rencontre qui n'a pas de grande portée géopolitique. Elle sert de couverture médiatique pour faire croire aux Chinois que les Taïwanais sont toujours pro-chinois, que le DPP est un gouvernement minoritaire, que tous les Taïwanais veulent être chinois mais qui sont empêchés de l'être par le DPP, etc. Donc ici, c'est finalement une visite qui est purement médiatique, et qui n'a de véritablement portée de couverture que en Chine elle-même. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.